Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième conférence que nous propose Dimitri Labourie sur ses propos sur l'art égyptien. Donc je ne fais pas de plus longue présentation, hein. Vous avez eu le déroulé de son curriculum vitae lors de la séance précédente. Je vous rappelle que les séances sont accessibles en vidéo d'ores et déjà sur le site de la chaire. Et donc je lui laisse sans plus tarder la parole pour cette deuxième séance. Merci beaucoup, cher Laurent. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième séance. Je réaffiche rapidement en fait le programme. Et donc, je vous rappelle que la semaine passée, on a essayé de regarder un petit peu l'art égyptien, j'ai envie de dire, de l'extérieur, avec le regard de l'égyptologie, bien sûr, surtout de l'histoire de l'art général. Alors, il m'est revenu que mon propos était peut-être un peu dense, et donc j'ai décidé de commencer par un bref rappel de ce qu'on avait vu avec un peintre qui écrit ici dans la tombe de Neba Moneipuki. Donc, la première chose sur laquelle j'ai voulu attirer votre attention, c'est que nous utilisons en fait une conception courante de l'art et des artistes qui est culturellement et même disciplinairement biaisée, qui est construite en fait sur toute une série de disciplines scientifiques qui sont propres à l'Occident de ce dernier demi-millénaire. Les critères qui en émergent sont des critères de qualification qui sont souvent éminemment discutables du fait du biais que je viens d'évoquer, mais néanmoins on s'est rendu compte que tous étaient rencontrés par ce que Serge Sonneron appelait la matière égyptienne. En effet, on a vu que la liberté et la créativité sont omniprésentes dans l'histoire de l'art égyptien si on regarde les choses convenablement en cherchant ces éléments, qu'il y avait une part très importante d'individualité qui pouvait s'exprimer de la part des artistes malgré une société qui accorde une importance si grande au nom, à la façon, enfin la nécessité de nommer les choses qui sont représentées, c'est-à-dire en l'occurrence le commanditaire. Je reviendrai d'ailleurs sur ces questions dans mon exposé suivant. On a vu aussi que la position et la reconnaissance sociale et sociétale des artistes étaient très élevées. Ce sera en partie l'objet justement de mon exposé de la fin de cette semaine. On a vu également qu'il existe un vocabulaire assurément et une théorie de l'art dans l'Égypte ancienne. Simplement, ce vocabulaire n'a pas... lui, il a été en partie lexicalisé, mais la théorie n'a jamais été textualisée, mais on peut en découvrir de nombreuses et multiples émergences textuelles. Et enfin, la critique de la spécialisation, on avait vu que bien sûr les arts sont spécialisés dans l'Égypte ancienne, et c'est précisément par la convergence, je vais y revenir dans quelques minutes, la convergence de ces différentes spécialités que se définit l'art égyptien et sa raison d'être. Alors, sur un plan méthodologique, je vais appliquer exactement la même démarche, c'est-à-dire qu'en l'absence de théorie explicite, l'étude des pratiques et des objets eux-mêmes permet de reconstituer un discours et une théorie avec un système qui est implicite. On a proposé aussi, dans la suite des propos de Alessio Deli Castelli d'ailleurs, de définir l'art un peu comme une sorte de système de contraintes qui combinerait des limites qui sont de nature physique et des règles qui sont, elles, de nature culturelle, qui sont culturellement déterminées. Et c'est d'ailleurs ce que je vous propose d'investiguer aujourd'hui. Et enfin, en conclusion, ce que je proposais, c'était d'inverser le paradigme, d'inverser le point de vue, d'inverser la comparaison occidentalo-centrée et modernocentriste pour intégrer l'apport de l'art égyptien à l'histoire de l'art général, parce que nous avons vraiment matière à contribuer à l'histoire de l'art général, nous, égyptologues. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'essayer de regarder, en fait, avec cette leçon qui s'intitule donc pour une vision plus émique de l'art égyptien, Kunstwollen et choix esthétique. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de regarder l'art égyptien de l'intérieur et non plus en comparaison systématique avec l'art occidental et moderne, et ainsi d'essayer de vous fournir quelques clés qui permettent, me semble-t-il, dans cette perspective, de mieux comprendre. Et donc, on avait vu en fin de l'exposé de la semaine passée, mieux comprendre un art veut dire mieux l'apprécier. Et donc, mon but est de vous aider peut-être à mieux apprécier encore l'art égyptien pour ce qu'il cherchait à être, pour ce qu'il cherchait à faire. Alors je commence par un préambule avec le concept de Kunstwollen. Désolé dans ce temple de la science française de commencer avec un concept en allemand, mais c'est un concept qui a vraiment droit de cité en histoire de l'art, qui a été utilisé, donc qui signifie littéralement le vouloir artistique, qu'on peut peut-être plutôt traduire par l'intention artistique en français, moins littéral mais plus littéraire. C'est un concept qui a été introduit dès le milieu du 19e siècle, ça fait référence à ce que je disais la semaine passée,
c'est dès le milieu du XIXe siècle, en fait, les spécialistes du monde grec ont déjà mis en place des stratégies méthodologiques qui permettaient de sortir en fait, du discours winkelmannien dans lequel nous restons englués. Et donc, dès 1856, l'archéologue classique Heinrich Brunn va utiliser en fait, ce concept pour désigner à la fois les caractéristiques et les limites de la création esthétique d'une époque et sa motivation créative intrinsèque qui lui est propre. Selon cette conception, chaque époque du développement humain aspire à une forme de création unique et irremplaçable, le terme de création étant ici compris dans le sens le plus large. Donc, du point de vue de l'histoire de l'art, il n'est donc plus question d'évaluer une époque par rapport à une autre, et ça permet de sortir d'une perspective très téléologique dans laquelle on reste souvent encore très enfermé. Alors, c'est surtout l'école de Vienne, et en particulier Alois Riegel, d'une génération plus tard, qui va populariser et diffuser en fait ce concept. Et qui va permettre en fait d'étudier les grandes époques artistiques et les traiter individuellement et non pas simplement comme des prédécesseurs de rang inférieur, des épigones ou des époques de déclin. Alors, ce concept a un impact extrêmement important en histoire de l'art, et toute étude sérieuse en histoire de l'art y fait référence. Il permet de sortir en fait, du piège de la mimésis, comme je l'appelle, et de caractériser l'art comme une expression de l'invisible plutôt que du visible, du conceptuel plutôt que du sensoriel, partant de l'idée que, évidemment, les productions artistiques, et je parle surtout ici des arts visuels, s'appuient inévitablement sur ce qui est perçu par les yeux et compris par le cerveau, mais qu'ensuite ces éléments sont transformés culturellement en fonction de modalités artistiques indépendantes et spécifiques à chaque culture. Alors je disais il y a un instant, c'est un concept qui est absolument fondamental puisqu'il est central dans l'œuvre du plus grand des historiens de l'art ayant vécu jusqu'à présent, je pense, Erwin Panofsky, dont vous avez sans doute déjà tous entendu le nom. Et donc, mon ambition aujourd'hui, c'est d'essayer d'utiliser l'art égyptien de l'intérieur comme un vecteur pour mieux le comprendre, mais aussi mieux comprendre la pensée égyptienne qu'il cherche à exprimer. Alors, ceci étant posé, je voudrais envisager les différents contextes de fonctionnement de l'art égyptien. Donc je vais aborder en deuxième point le contexte fonctionnel de l'art égyptien. Comme nous l'avons vu, la pensée égyptienne aborde les phénomènes non pas par une définition synthétique et univoque des choses, mais plutôt dans une perspective encyclopédique en rassemblant les différentes déclinaisons du phénomène que l'on entend évoquer ou saisir. C'est ce que nous apprennent les onomasticas ou des papyrus comme le papyrus Carlsberg 7 qui définit la fonction de chacun des hiéroglyphes sur les parties qui sont conservées, donc il n'y en a que quelques-uns qui sont concernés, avec chaque fois toutes les déclinaisons d'interprétation possibles. Donc on a une épistémologie qui est très différente de la nôtre et qui fait qu'il n'y a pas de théorie explicite dans l'Égypte ancienne pour à peu près n'importe quelle notion. Par contre, il existe évidemment une théorie implicite que l'on peut reconstituer notamment à travers l'étude des pratiques, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Alors mon premier point dans le contexte fonctionnel de l'art égyptien, c'est un rappel de ce que j'avais évoqué la semaine passée, à savoir que l'art égyptien se situe fonctionnellement à l'intersection de ces quatre composantes qui sont l'architecture, les arts visuels, les inscriptions et les rituels, dans un dialogue qui est constant entre ces quatre dimensions, et ces quatre dimensions ont chacune leur espace propre, avec des spécificités qui permettent de les reconnaître aussi facilement pour les Égyptiens que pour nous-mêmes, mais aussi des espaces d'interaction avec les trois autres pour chacun d'eux. C'est la combinaison de ces quatre composantes qui fait de l'art égyptien un agent social actif, qui fait sa véritable raison d'être, sa raison d'être principale, au-delà des aspects esthétiques que l'on va évoquer plus tard, et leur dissolution ou leur disparition, ne fût-ce que d'un seul de ces quatre éléments, fait retourner l'art égyptien au statut de matière inerte, qui est réutilisable. Les Égyptiens l'ont montré à de nombreuses reprises. On peut les réutiliser parce qu'elles ne sont plus fonctionnelles. Donc pour fonctionner comme un agent social actif, l'art égyptien a besoin d'être activé et animé pour fonctionner dans ce système. Ce qui me conduit à mon deuxième point, ce que l'égyptologue Yann Assmann a proposé d'appeler la théologie égyptienne de l'image. En effet, la culture pharaonique avait développé une véritable théorie de l'image, de son fonctionnement. Et cette théorie, elle est fondée sur l'image de culte, quelle surprise, qui permet l'image de culte par essence de rendre présent l'absent. Alors, on en a une explicitation dans le Corpus Hermeticum,
qui est un texte d'époque tardive, de tradition en partie égyptienne, en partie hellénistique, qui tourne autour donc de la figure d'Hermès Trismégiste, qui va traverser le christianisme pour venir jusqu'à nous d'ailleurs. Et dans le Corpus Hermeticum, on nous explique que l'image de culte des anciens Égyptiens permet de rendre le Dieu présent dans son temple, sur terre, grâce à un double processus, explicité comme tel, un processus de transposition, translatio dans la version latine du Corpus Hermeticum, et de descente, descensio, de ce qui se trouve dans le ciel. Alors ce concept ne vous est probablement pas inconnu, d'abord parce que vous avez très probablement lu Theologie und Frömmigkeit im Alten Ägypten de Jan Assmann, mais aussi parce que ce concept, c'est un concept qui a été particulièrement mis en avant dans cette institution, c'est le concept de présentification théorisé et promu par Jean-Pierre Vernant, qui a été un professeur mémorable évidemment dans cette institution. Alors regardons rapidement un petit peu les déclinaisons, on sait comment il faut lire la documentation. En fait, les attestations pratiques et opérationnelles de ces différents principes sont très très nombreuses. Je commence par la transposition ou la translatio, avec un exemple parisien, évidemment, un exemple tiré du Louvre, avec le très beau papyrus de Nebked, où, à droite de l'écran, vous avez la scène du rituel d'ouverture de la bouche. Vous connaissez tous ce rituel qui consiste à poser un instrument contondant, en l'occurrence une herminette, pour ouvrir les différents orifices de la tête et permettre à l'image qu'elle puisse s'en servir. Aussi très popularisé, évidemment, avec cette scène archi connue de la tombe de Toutankhamon. Donc les images sont animées au sens propre du terme, on peut vraiment y insuffler ce qu'on a parfois traduit par de l'âme. Ce n'est pas du tout de l'âme, évidemment, dans l'anthropologie égyptienne, mais un être qui vient de l'au-delà, qui peut s'incarner littéralement dans l'image. Et si ces images sont vivantes, le corollaire négatif, évidemment, c'est qu'on peut les désactiver, puisqu'on peut les activer, on peut les désactiver, on peut les tuer. C'est ce qui explique la plupart des meurtrissures que l'on trouve sur les statues à travers les collections d'art égyptiens. Et c'est ce qui permet de la déconnecter de son contexte fonctionnel monumental. Deuxième principe, celui de la descente de ce qui se trouve dans le ciel, qui est aussi théorisé en allemand sous le concept de Einwohnung, que l'on peut traduire par incarnation, en fait, je pense, en français. On revient au papyrus de Nebked, on suit en fait la suite de l'exposé de ce papyrus et on constate que le bas du défunt descend dans le puits funéraire, qui est dessiné en noir et blanc, j'ai envie de dire, en ligne claire. Il vient ensuite s'unir à la momie du défunt et permet au défunt de ressortir en multicouleur là, dans le monde lumineux des dieux. Ce principe aussi est très bien connu, on en a des attestations textuelles, ici un texte d'époque tardive qui évoque le dieu qui vient s'incarner dans ces images dans son temple, ou des allusions ici du Nouvel Empire pour les défunts privés, et on en a des représentations comme ici la figure du bas, donc cet oiseau. C'est une représentation du défunt sous la forme d'un oiseau qui évoque cette capacité à transgresser la frontière entre l'ici-bas et l'au-delà, qui vient se réincarner dans le cadavre qui est représenté en noir et qui est déjà bien vivant. Les textes nous disent donc que en fait, l'image est un corps, c'est le mot égyptien qui est utilisé, dans lequel on peut venir s'incarner, et de fait on descend dans ce corps, on se pose dans ce corps comme un oiseau bas évidemment, et on peut s'unir ou même le revêtir comme un vêtement. Ce qui permet, à partir de cette théologie de l'image, aux défunts ou aux êtres dont le bas est séparable du reste de l'être vivant, d'aller et venir un petit peu au gré de ses volontés. Alors pourquoi aller et venir ? Parce que les Égyptiens ont une vision du monde suivant une déchirure. En fait, c'est vraiment ça, c'est une blessure. Le monde a été déchiré en deux entre le monde lumineux des dieux, même pour ceux qui ne feraient pas des hiéroglyphes ici, vous arrivez à deviner évidemment le sens de l'expression qui est au-dessus, qui est identifié à l'horizon, le point de contact entre l'ici-bas et l'au-delà, et nous autres, les réchites, les gens du commun, nous sommes des petits oiseaux avec des bras pour les adorer. Et tout cela est bien explicité dans les rituels relatifs à l'initiation égyptienne qui se dit Besset en égyptien, qui renvoie au concept que vous avez à droite, Bess, l'idée de sortir d'un milieu vers un milieu contrasté, comme de l'eau à l'air pour le poisson, d'où ce déterminatif, et qui a comme effet de transformer les êtres qui subissent ce processus sans être morts en des Ahou, un concept qu'on a évoqué avec Laurent Coulon à l'issue de mon exposé la semaine dernière.
Alors vous le savez, tout cela vient en fait d'une déchirure du monde qui nous est racontée dans le livre de la vache céleste, qui nous explique comment le péché humain a conduit les dieux à se séparer de nous, et le texte précise que c'est à partir de ce moment-là que la durée de vie limitée est apparue et qu'il y a une séparation entre ce que Platon aurait appelé les essences et les apparences. Alors, ce texte et cette représentation, vous le savez, datent du Nouvel Empire. Les premières attestations datent de l'époque de Toutankhamon, mais on a des éléments, des indices extrêmement sérieux qui montrent que cette conception a toujours été présente. Et je citerai ici en fait les travaux de Miroslav Barta dans la grotte des bêtes sauvages, qui avance l'idée qu'on a déjà en fait ce type de représentation plus de 5000 ans avant le début de notre ère, et qui pourrait être une transposition en fait, de la Voie lactée telle qu'on peut l'admirer dans le désert égyptien. Donc, derrière cette théorie fonctionnelle de l'image, en fait, se cache ou transparaît, conditionne en fait cette théorie de l'image une conception du monde qui détermine donc cette théorie de l'image et que l'on peut reconstituer pour mieux comprendre en fait la pensée égyptienne. Et cette conception du monde, comme on vient de le voir, elle remonte probablement aux origines même de la culture pharaonique. Elle semble avoir toujours été présente. Alors il résulte de cette vision profondément dichotomique, séparée en deux du réel et du cosmos, en deux sphères qui auraient beaucoup plu évidemment à Platon, qui était un admirateur de l'Égypte comme vous le savez, et de l'art égyptien d'ailleurs. Il résulte qu'il est indispensable d'avoir une connaissance de l'autre monde pour comprendre ce qui se passe ici-bas et pour pouvoir agir efficacement sur notre monde, en particulier afin de le maintenir, c'est le mandat du pharaon. Cette médiation nécessaire peut être réalisée, c'est ce que nous dit cette théorie de l'image, à travers l'image, grâce à l'outil qu'est l'image, qui par sa capacité évidente sur un plan psychologique, permet de rendre présent l'absent ou de le représenter au double sens du terme, c'est-à-dire en donner une figuration, mais être aussi le représentant d'eux. Pour illustrer cela, cette capacité psychologique de l'image, je cite souvent auprès de mes étudiants le fait que dans nos portefeuilles, on a souvent une photo de l'être aimé, maintenant c'est plutôt dans nos smartphones, mais en fait ça permet d'avoir une espèce de succédané de la personne, même si elle est loin physiquement. En d'autres termes, dans l'esprit des anciens Égyptiens, l'image a donc la capacité de capturer, de saisir sur un plan intellectuel et cognitif, je passe au niveau cognitif ici, toute chose sous une forme qui, par analogie, permet d'évoquer un ou plusieurs éléments diacritiques et essentiels de cette même réalité. C'est ce qui explique que l'image égyptienne a été finalement utilisée par la culture pharaonique comme l'outil conceptuel par excellence de cette pensée. Ça explique notamment, je pourrais passer des heures à vous donner des illustrations, je vais en prendre juste une ici, c'est ces iconographies de divinités pantées, où on essaye à travers une image, une espèce de monstre tératologique sur un plan iconographique, de rassembler tous les éléments qui permettent de dire la puissance indicible par essence de la divinité. C'est ce qui explique aussi en partie les jeux sur les hiéroglyphes et le maintien même de la dimension iconique de l'écriture monumentale égyptienne, puisque ces images permettent de spéculer sur la nature des choses qu'elles évoquent, comme le nom des dieux. Ça a aussi comme corollaire que le monde peut être lu aux yeux des Égyptiens, peut être décodé. Tout ce qui se passe ici-bas est, comme un peu dans le mythe de la caverne de Platon, une sorte de reflet de choses de l'autre monde. Et c'est ce qui explique que, par exemple, dans l'iconographie, une scène de chasse, ici dans les marais, qu'on a pu prendre pour une scène de plaisance, permet d'évoquer la renaissance métaphysique du défunt et différents niveaux de lecture. Ça explique aussi que l'image égyptienne, de façon quasi obsessionnelle, représente cette interaction, cette interface entre les deux mondes. Ici, Pharaon qui fait partie de notre monde, qui interagit avec les dieux qui sont par définition dans l'autre monde. Et que cette image, elle est fondée sur le principe de la confrontation, d'où cette soi-disant obsession du profil, qui n'est pas du tout une obsession, mais qui permet de mettre en interrelation deux êtres dans un même plan figuratif. Alors, toujours dans les conséquences de cette théologie égyptienne de l'image, d'un point de vue formel, et je glisse tout doucement vers l'esthétique, d'un point de vue formel, l'art pharaonique combine, on définirait cela comme ça en termes de sciences esthétiques, de philosophie esthétique, combine une adhérence de type analogique à la perception optique, c'est-à-dire que quand on représente une femme, on voit que c'est une femme, c'est pas complètement abstrait, et en même temps il y a un décalage qui est sciemment entretenu par rapport à cette perception optique qui permet de créer une sorte d'image sublimée de la réalité visuelle qui est particulièrement apte, j'ai envie de dire
dire presque psychologiquement, et ça fait partie aussi du succès de l'imagerie égyptienne de nos jours, de l'art égyptien, qui suscite assez naturellement l'idée d'une représentation évidente de l'essence et non de l'apparence en fait des choses. Et donc l'art égyptien, en termes d'histoire de l'art général, trouve un point d'articulation particulièrement intéressant entre ce qu'on appelle mimésis et sémiosis, mais ce sont encore des concepts éthiques et je voudrais bien venir à un point de vue un peu plus émique. Et donc, je vais consacrer mon troisième point, qui va m'occuper l'essentiel de mon exposé aujourd'hui, aux choix et aux orientations esthétiques de l'art égyptien. Alors, il existe tout un vocabulaire de l'art égyptien qui serait fastidieux et impossible d'examiner en détail dans son ensemble ici. Je n'en serais d'ailleurs pas capable parce qu'il y a des termes que je n'ai pas encore suffisamment investigués à mon sens. Mais il y a manifestement un concept clé que l'on peut omettre ou escamoter ici, c'est celui de la beauté néphère. Ce concept est clairement activé ou mobilisé dans le contexte de l'appréciation des œuvres d'art, comme on l'a vu d'ailleurs la semaine passée, avec cet extrait de la décoration pariétale de la tombe Thébène 106 du vizir Pazer de Séti Ier, qui complimente en fait des chefs sculpteurs en disant vraiment très belle, magnifique cette statue que tu as faite du maître, et en suivant les directives que le maître en question, c'est-à-dire le vizir Séti Ier, avait données dans son palais. Elle est également utilisée entre artistes, comme le montre ce petit graffito dans la tombe de Toutmose III dans la vallée des rois, où un peintre très célèbre, une star de son temps, j'aurai probablement l'occasion de revenir sur sa personnalité la semaine prochaine, Amenhotep, fils d'Amenakté, un peintre de la 20e dynastie Adher el-Médinée, est venu dans cette tombe. Il a été épaté en fait par la ligne claire de ses représentations, et il a écrit à côté, avec son nom, « Quelle est belle l'image à droite 1000 fois ». Donc on utilise en fait ce concept pour la qualification esthétique des œuvres d'art. C'est absolument bien établi. Bien entendu, c'est aussi mobilisé, vous le savez, dans le nomastique avec les statues, le couple Rahotep et Nofret de la 4e dynastie, qui a été étudié par Yann Assmann autour de ce concept de beauté comme une sorte de degré zéro de la beauté, c'est-à-dire une beauté sans le moindre défaut, qu'il comparait, par exemple, à Néfertiti, qu'il qualifie de rhétorique de la beauté, où on va exacerber tous les éléments qui, selon la poésie amoureuse égyptienne, fait d'une belle qu'elle est particulièrement belle. Néfer exprime donc un concept qui évolue à travers le temps parce que la beauté est un concept culturellement déterminé, donc forcément, il n'échappe pas à l'évolution du temps. Néfer exprime fondamentalement la perfection au sens étymologique du terme, c'est-à-dire quelque chose qui est parvenu à son terme et qui possède de ce fait un caractère achevé. Comme l'écrivait Jean Ouinan en termes linguistiques, Néfer renferme la notion de télicité ou, si l'on préfère, de limite. C'est ainsi que, par exemple, on peut avoir des usages, il y en a plein, tous ceux qui font la linguistique égyptienne le savent, hein, il y a une négation autour de Néfer, mais Néfer peut vouloir dire l'extrémité d'un bateau ou d'un bâtiment. Ici, vous avez un usage très très pratique qui nous donne en fait le nombre de coudées sous la limite. D'accord ? Donc c'est vraiment un terme qui évoque cette idée de finitude, de perfection au sens étymologique du mot parfait. Le champ sémantique de Néfer est complexe et il inclut différentes dimensions, dont notamment une dimension morale qui désigne ce qui est bon. Il est bon d'écouter pour un fils, d'écouter son père, ça se dit Néfer en égyptien, comme vous le savez certainement, et même d'efficacité de la beauté qui conduit le Dieu, qui incite le Dieu à venir s'incarner dans son image, qui est dite parfaite. On sait aussi comment elle est perçue et ressentie, cette beauté Néfer. Ça, c'est intéressant grâce aux inscriptions des visiteurs qui ont été étudiées par un de mes collaborateurs, notamment par différentes personnes, notamment ici à Paris, mais aussi un de mes collaborateurs, Alexis Ndendonker. Je cite ici un extrait qu'il avait pointé à mon attention d'un visiteur qui est venu dans le temple de Saouré et qui s'extasie et qui exprime en fait cette extase esthétique en des termes qui sont souvent très proches les uns des autres. Et donc on comprend que la beauté ici se perçoit, plus particulièrement ici avec les yeux, mais on peut aussi avoir une perception par les oreilles pour la Médet Néferet, la belle parole, la bonne parole, et ensuite qu'elle se ressent
dans le cœur Ib. Donc vous savez sans doute que le cœur Ib, ce n'est pas uniquement l'organe cardiaque, c'est en fait l'intérieur, on pourrait dire, dans nos entrailles ou dans nos tripes. Donc c'est vraiment le concept de beauté et d'esthétique tel que nous l'envisageons. C'est quelque chose qui vous émeut par vos sens et qui suscite en fait une réaction qui est corporalisée, qui relève du domaine des émotions. Et cette émotion, d'ailleurs, elle est souvent intégrée dans une perspective et un sentiment religieux. C'est souvent lié à une expérience religieuse. Souvent, quand on a cette extase néphère par rapport à la dimension néphère d'un bâtiment, eh bien, ça suscite une prière, ça suscite un contact avec le divin dans la perspective égyptienne. Donc, il y a une dimension quasi mystique que l'on peut voir aussi. Alors, les référents ou les références de la beauté néphère nous sont aussi déterminables grâce à ces inscriptions. Et on voit que, en fait, assez systématiquement, les inscriptions comparent ces beaux monuments à deux choses, assez systématiquement, un temple et le ciel. C'est-à-dire, en fait, quelque chose qui relève de l'artificiel qui est construit par l'humain et quelque chose qui relève du naturel. Et le ciel est évoqué dans sa plénitude, dans son infini. Il y a aussi une sensibilité au lever du soleil ou de la lune, comme on l'a vu dans le graffito précédent. Et l'artificiel, le temple, il faut savoir aussi qu'il est conceptualisé comme le ciel sur terre, une manifestation du ciel sur terre, de l'horizon. Et donc, on a une esthétique en fait du monumental, du géométrique, du stable, des contrastes chromatiques et texturaux qui caractérisent en fait les temples égyptiens, avec ces volumes simples, francs, sans fioritures, tout en suggérant la pérennité, comme vous le savez. Donc, on est dans cet environnement-là, avec le ciel qui brille, le soleil, qui est souvent la métaphore pour évoquer en fait la beauté, qu'elle soit humaine ou monumentale. À nouveau, il y a toute une conception, vous le voyez, que l'on pourrait qualifier de théorie esthétique sous-jacente à tous ces usages et que l'on peut reconstituer par une analyse qui relève des méthodes de l'histoire de l'art. Il y a une théorie de la beauté avec son référentiel qui, comme dans toute culture, a pu évoluer et a évolué avec le temps, mais dont on peut reconstituer les fondements essentiels, le socle esthétique qui est culturellement déterminé, qui définit ce que Hegel appellerait le Kunstwollen égyptien et qui sans doute aussi, en tout cas selon moi, fait le succès de l'art égyptien jusqu'à nos jours. Alors je vous propose d'investiguer ça un petit peu plus dans mon point suivant, le rapport de l'art égyptien à la matérialité, aux matières et aux formes. Tout en rappelant que, selon Kant, en fait, le temps et l'espace constituent le premier cadre de possibilité de l'expérience, notamment dans une perspective artistique. Et c'est ce qu'on va essayer de voir, justement, en abordant un petit peu comment le temps est géré dans l'art égyptien, et l'espace, c'est-à-dire, en fait, fondamentalement, la matière. Alors, j'ai pris ici comme image d'entrée dans cette matière une statue célèbre de Khaemouasset, le prince archéologue, le fils aîné de Ramsès II, qui n'a pas pu succéder à son père, qui est bien connu au British Museum. Et vous avez sans doute déjà constaté qu'on a choisi ici une veine de la pierre bien particulière qui crée un effet extrêmement difficile à gérer pour un sculpteur, ça je peux vous le dire, puisque vous avez des inclusions de silex, c'est atroce à sculpter évidemment, mais qui crée une sorte d'écharpe de Kérieb, de prêtre lecteur, ici en travers de la poitrine de notre Khaemouasset, dont on sait que c'était un connaisseur, c'était quelqu'un qui était intéressé par la production monumentale, et c'est pas pour rien évidemment qu'on a choisi ce bloc-là et pas un mètre à côté pour avoir une belle veine de quartzite sans défaut. Autre exemple d'ailleurs tout à fait contemporain de son père, avec ce buste de Ramsès II connu sous le nom du jeune Memnon au British Museum, puisque c'est un buste qui a été transporté par Giovanni Belzoni et qui trône aujourd'hui dans la grande galerie des sculptures du British Museum, mais qui se trouvait au départ, comme vous le savez sans doute, au Ramesséum. Et vous voyez, là aussi, on a choisi une veine de pierre où la pierre de diorite change et devient de la granodiorite. Il y a un changement de couleur qui est tout à fait frappant et qu'on ne peut évidemment manquer de mettre en relation avec l'inscription célèbre de Ramsès II à Minshat et Sadr, où Ramsès II se met en scène en train d'inspecter les carrières pour choisir les meilleurs filons de pierre pour faire ses statues. Alors, c'est probablement fictionnel, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le raconter dans une stèle tout à fait officielle. Et des exemples comme ça, en fait, constellent toute l'histoire de l'art égyptien. Je vous en montre juste quelques exemples pour vous montrer que ce n'est pas moi qui me focalise sur ces cas particuliers, que c'est tout à fait systématique.
Ici, je prends encore quelques exemples tirés des recherches de Alessio Deli Castelli que j'évoquais tout à l'heure. Les statues assises de Khéphren ou Khafra, qui sont alignées aujourd'hui au Grand Egyptian Museum les unes à côté des autres, où vous voyez qu'il y a une volonté de varier la pierre pour des statues qui sont conçues pour être visualisées ensemble, même si elles ont des petites différences typologiques. Donc statues en gros wak à gauche, 2 statues en gneiss anorthositique à droite avec des bancs différents. Et si on regarde celle de droite, l'ex-catalogue général numéro 9, vous voyez qu'en fait il y a des bandes de pierre. Alors ils ont essayé de calculer en creusant la pierre pour que les 2 bandes tombent à l'aplomb des 2 retombées d'une MS, c'est un tout petit peu à côté, mais il y a une volonté en fait d'exploiter ces veines. Et à nouveau, le gneiss anorthositique, c'est une pierre extrêmement dure, et ces veines blanches sont très friables, donc c'est le piège mortel pour le sculpteur, et on a décidé volontairement de les exploiter. Et on a des exemples comme ça pour toutes les époques, comme le montrent ici ces découvertes récentes de nos collègues à Mataria, de l'Institut archéologique allemand. Dernier exemple pour illustrer la chose, c'est ce petit groupe qui se trouve au Metropolitan Museum of Art de New York, de Nefer Chawet et Ren Nefer, où on a choisi à nouveau une veine de pierre qui permet de faire une sorte de collier lumineux pour Monsieur Nefer Chawet, qui, Monsieur Nefer Chawet, n'est pas n'importe qui, puisqu'il était chef des artistes de l'épouse du dieu sous Hatshepsut, c'est-à-dire en fait un proche de Hatshepsut, et il a choisi en fait tout à fait consciemment cette pierre pour faire ce petit groupe qui ne fait que 30 cm de haut, évidemment. On trouve aussi dans la peinture, je pourrais multiplier les exemples à l'envi, je ne vais pas le faire évidemment, une sensibilité au rendu de la matérialité qui va susciter en fait des développements de pratiques picturales sous la XVIIIe dynastie pour transcrire cette matérialité. L'un des plus beaux exemples vient évidemment des fragments de la tombe de Nebamon au British Museum, où vous voyez que le peintre a développé des stratégies picturales pour sortir de ce qu'on a souvent qualifié à tort de dessins coloriés avec une ligne claire extérieure vers des effets de texture avec des taches-taches, des mouches-taches, etc. Il faut signaler aussi qu'il y a de nombreux relais lexicaux à tout cela, donc le spectre sémantique de mots comme iyun ou inem en égyptien, qui sont des termes qui désignent la couleur, mais inem est particulièrement intéressant parce que étymologiquement il désigne la peau, et on peut parler de la peau d'une pierre dans un texte égyptien, et on a comme ça toute une série de paires de concepts comme kedrenu, Ib ou Er, qui montrent que pour les Égyptiens, les qualités extérieures perceptuelles de quelque chose traduisent les qualités intérieures de cette chose. Donc il y a un rapport à la texture, un rapport à la matérialité qui est très très exacerbé en fait dans la pensée égyptienne et évidemment dans l'art égyptien. Alors, dans ce rapport à la matérialité, je voulais aussi évoquer une phrase que je trouve magistrale de l'un de mes maîtres, Roland Tefnin, qui parlait de la statuaire égyptienne qui cherche à cultiver l'évidence géologique du galet. C'est-à-dire qu'on a une évidence géologique dans la matérialité des œuvres égyptiennes, et elles sont traitées comme des galets. Vous avez des volumes géométriques, mais qui sont toujours émoussés comme un galet qui sort du lit d'une rivière. Un des plus beaux exemples, évidemment, est la sculpture de Mary Younou, qui se trouve ici, juste à côté, au musée du Louvre. Alors, il y a ces objets, mais c'est une tendance fondamentale de l'art égyptien. On le voit très bien dans la typologie de la statuaire égyptienne, avec les statues cubes d'ailleurs, et ce type de volume de jeu sur les volumes et sur les formes a fait une forte impression sur les modernes, comme Rodin, ou ici Alberto Giacometti, et il a suscité évidemment quelques œuvres tout à fait singulières à côté des tendances générales de l'art égyptien, des œuvres singulières qui ont vraiment capitalisé sur ce principe esthétique jusqu'à la limite de l'art abstrait, me semble-t-il, comme par exemple ce groupe statuaire de Teti et ses parents, Teti et Meket, qui se trouve au Walters Art Museum de Baltimore, qui est conçu comme une sorte de bétil ou de kuduru, donc la pierre est très plate, et on s'émancipe en fait de la figurativité pratiquement pour jouer sur la monumentalité géométrique en quelque sorte. Et bien sûr, l'exemple que j'évoquais, je voulais l'évoquer un petit peu sous les différents angles pour ceux qui ne le connaîtraient pas, de la sculpture de Mary Younou au musée du Louvre, ici pas loin.
Donc l'évidence géologique du galet, telle que Roland Thévenin proposait de la définir, avec ces ressources de la langue française qui ne sont pas traduisibles dans une autre langue d'ailleurs, on les retrouve dans toute la statuaire égyptienne. Ici, je vous montre une statue de Ankhehu qui fait 71 cm de haut, mais qui, par le jeu sur les volumes et sur la matérialité de l'œuvre, semble être une œuvre colossale. Et je fais chaque fois le piège à mes étudiants en leur montrant, en leur disant, si je vous disais qu'elle fait 4 mètres, vous me croiriez, et en fait, elle n'en fait que 71 cm. Et cela suscite aussi une composante fondamentale dans l'art égyptien, quand on analyse les pratiques de l'art égyptien, c'est une intégration que j'ai envie de qualifier de minérale dans le paysage. Les Égyptiens, comme je le dis parfois à mes étudiants, avaient pratiquement inventé non seulement l'art abstrait, mais aussi le land art. Je prends ici un exemple avec la tombe de Sénimène, la tombe thébaine 252. Vous avez un paysage au-dessus de la façade de cette tombe qui est assez abîmé. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dans le cercle rouge ici, je me rapproche. Et vous avez en fait un groupe statuaire de Sénimène et son épouse, et la princesse Néferouré dont il avait la charge, qui est vraiment littéralement intégré en fait dans le paysage sous une version minérale. Alors on comprend évidemment la finalité, c'est de se pérenniser dans le paysage. On sait combien c'était important pour les Égyptiens, mais plastiquement, ils ont cultivé en fait les moyens de l'exprimer sur un plan visuel qu'on comprend même si on ne savait pas lire les hiéroglyphes. Et bien sûr, l'exemple par excellence pour l'architecture, c'est le temple de Deir el-Bahari, ou les temples de Deir el-Bahari, celui de Montuhotep II, celui d'Hatshepsut et enfin celui de Thoutmôsis III, qui assument complètement cette intégration dans l'environnement géologique en strates du cirque rocheux de Deir el-Bahari. Alors, on retrouve aussi en fait cette lecture, cette intégration géologique des formes de l'art égyptien lorsque les Égyptiens reconnaissent, sémantisent en fait des objets qu'ils rencontrent. Il y en a plein. J'ai pris ici des exemples qui sont très jolis du musée du Louvre, qui avaient été mis en évidence par Guillaume Tendreux dans son exposition célèbre L'art du contour. Ces jeux de la nature, en fait, ils nous montrent, donc ils illustrent un principe cognitif qui est bien connu, qui est que notre cerveau ne peut pas se poser la question « qu'est-ce que c'est que je vois de nouveau devant moi ?» Il se pose toujours la question « c'est comme quoi que je connais déjà ?» Et donc, ici, on peut voir, en fait, quelles sont les associations analogiques formelles que les Égyptiens font. Ils reconnaissent des formes dans le monde qui les environne. C'est une illustration aussi de cette idée que j'évoquais tout à l'heure, que le monde se lit suivant la conception égyptienne de l'image. Et ça conduit à une lecture qui est globale, qui est géométrisante des formes, y compris des formes naturelles comme celles que vous avez ici. Je ne suis pas sûr que des gens de notre culture reconnaîtraient dans le tesson, qui est la deuxième image, nécessairement l'image d'une dame. Alors, on retrouve aussi cette approche dans ce que l'on appelle en histoire de l'art le skeuomorphisme, c'est-à-dire l'imitation d'une matière éventuellement, enfin en principe, dans une autre matière. Je prends ici quelques exemples avec le mobilier funéraire de Yuyaituyu. Paraît très intéressant parce que ce sont les beaux-parents du roi Amenhotep III, comme vous le savez, et donc on ne peut pas soupçonner que ce sont des ersatz, que ce sont des objets, des versions moins chères de ce qu'ils auraient pu se payer. C'est le sommet du sommet de la hiérarchie sociale sous Amenhotep III, le règne du sublime, comme vous le savez. Et on voit qu'il y a une approche de la forme et des motifs en fait des pierres qui interpellent en fait le regard égyptien et qui se traduit par une approche très géométrisante et dans une certaine mesure et sur un plan épistémologique que l'on peut, me semble-t-il, qualifier de mathématisante. Pourquoi ? Parce que les théoriciens des mathématiques, une fois j'ai découvert ça, définissent en fait les mathématiques comme l'étude et la reconnaissance des modèles, des patterns en anglais, et c'est le mot qui convient le mieux. Je suis désolé à nouveau de ne pas utiliser un mot français devant vous aujourd'hui ici au Collège de France, mais c'est les motifs et les associations, vraiment ce qu'on appelle les patterns en anglais, qu'on retrouve dans tous ces skeuomorphes, où ici, Yuyaituyu évidemment pouvait parfaitement se payer autant de vases en calcite qu'il voulait, mais ils ont voulu avoir ces vases avec ces imitations de calcite que l'on retrouve depuis le début de l'histoire de l'art égyptien et qui suivent en fait des modèles qui géométrisent des formes que l'Égyptien peut constater dans la matière. Alors on en a aussi qui imitent parfois le verre, comme vous voyez ici, avec des motifs tout à fait particuliers. À nouveau, on a des objets en verre dans la tombe de Yuyaituyu. Ceux-ci sont volontairement des imitations skeuomorphiques.
Et le verre lui-même peut parfois servir à imiter en fait des pierres, comme ici. On a joué avec cette technologie de mélange de bâtons de frites de verre pour essayer de suggérer le caractère bigarré de certains vases, comme on le retrouve, de certains vases en pierre, comme on le retrouve dans des imitations en peinture sur vases ici en pierre ou en céramique dès l'aube de l'art égyptien. Alors le phénomène est tellement important dans l'art égyptien qu'il peut même aller jusqu'à imiter le matériau lui-même sur lequel on fait cette imitation. Je prends ici un exemple avec un des coffrets de Cha-Émérite au musée de Turin qui est en bois et sur lequel on a apposé un skeuomorphe ou un skeuomorphisme de bois. Alors cela traduit une vision, un rapport à la matérialité, tant aux formes qu'aux matériaux eux-mêmes, qui est très particulier et qui est manifestement fondamental aux yeux de l'Égyptien et même au cerveau, face au cerveau de l'Égyptien, puisque c'est par notre cerveau que nous voyons et pas par nos yeux. Ça traduit un rapport géométrisant que je propose d'appeler mathématisant au sens de la reconnaissance de motifs ou de patterns. Et cette approche se retrouve dans toute la conception des statues elles-mêmes, évidemment. Vous savez sans doute qu'on a quelques modèles, surtout d'époque tardive, qui sont des objets qui permettent de... Il y en a dans tous les musées. Et ici, je pense qu'il vient d'un musée allemand, je n'ai pas noté la référence, il ne vient pas du Louvre, en tout cas cette fois-ci. Ce sont des petits objets qui vous donnent le décodage pour transposer à partir d'un bloc de pierre un visage, ici un visage d'un souverain ptolémaïque. Et donc si je fais bouger l'objet, je n'ai pas une vision 3D, mais vous voyez qu'il y a des petites lignes, et en fait derrière on a un système de quadrillage, une formule mathématique qui permet d'aller chercher en fait l'image dans le bloc de pierre. Alors pragmatiquement c'est très utile, parce que chaque fois que vous donnez un coup de ciseau sur le bloc de pierre, évidemment, vous perdez vos repères, il faut les repositionner, et ce type d'outil est extrêmement utile et extrêmement malin, mais ça montre aussi à nouveau une approche géométrisante et mathématisante des formes. Alors ne vous méprenez pas, évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'on peut analyser l'art égyptien avec des formules mathématiques, je suis tout à fait contre ce genre d'approche, mais j'essaie de reconstituer le type de regard que les Égyptiens portaient. Alors on le voit très bien aussi, donc tout ça a été bien mis en évidence dans la thèse de Nadia Toumoun sur ce type d'objet, en particulier dans les collections allemandes et au musée du Caire. On le voit aussi mis en œuvre sur les objets inachevés, comme ici une très belle tête de Néfertiti qui vient de l'atelier du sculpteur Thoutmose. Vous voyez que les vestiges en fait, de cette construction géométrique sont bien présents, et on les retrouve aussi évidemment dans l'analyse des œuvres achevées, comme ici le buste de Néfertiti analysé par Rolf Krauss ou celui du musée du Louvre par un groupe de recherche d'Archéovision à Bordeaux. La conception d'un visage en statuaire à travers une véritable formule mathématique caractérise en fait l'approche de la statuaire égyptienne et même l'approche de toute la statuaire égyptienne, comme vous le voyez ici avec ces exemples de pieds, de têtes de lion. Comprendre cette psychologie de la perception égyptienne des matières, parce que je pense qu'il s'agit vraiment d'une psychologie de la perception des matières par les Égyptiens, mais aussi des formes et des motifs, permet, me semble-t-il, de porter un regard un peu différent sur l'art de la composition dans l'art égyptien, aussi bien en 3 dimensions, maintenant que je vous ai dit ça, je ne suis pas sûr que vous regardez cette superbe statuette de Tétou du musée de Berlin de la même façon, ou en termes de composition évidemment bidimensionnelle, et en particulier la question lancinante de la symétrie dite égyptienne, en tout cas c'est comme ça que moi je l'appelle auprès de mes étudiants, cette symétrie qui est systématiquement rompue dans l'art égyptien, donc on cultive une symétrie apparente, mais qui est rompue, sinon ça deviendrait ennuyeux et ça ne répondrait pas à l'esthétique égyptienne. Je voudrais, en point suivant, et ce sera mon dernier point en fait dans cette présentation, aborder le rapport au temps, c'est-à-dire au mouvement, à l'action et au cinétisme dans l'art égyptien qui a aussi fait couler pas mal d'encre. Alors il faut savoir que la représentation du mouvement et de l'action est une question cruciale et centrale en art et donc forcément en histoire de l'art, qui est au cœur de toute démarche iconique, pourrait-on dire. Comment articuler en fait la nature de l'œuvre en tant qu'objet? Toute œuvre est un objet par définition statique et immobile, et la nature de l'œuvre en tant qu'elle figure, qu'elle raconte quelque chose. C'est ce que l'histoire de l'art anglo-saxonne appelle la tension entre objecthood, c'est-à-dire la nature d'objet de l'œuvre, et literality, le fait qu'elle raconte, qu'elle narre quelque chose, qu'elle évoque quelque chose. Vous avez toujours en fait cette tension. Alors elle est omniprésente dans le discours de l'histoire de l'art
l'art, je refais un petit peu du regard éthique, elle est omniprésente dans le discours de l'histoire de l'art occidental et moderne, et notamment célèbre autour d'un texte de Lessing, qui commentait le Laocoon à propos des limites de la peinture et de la poésie, et qui expliquait que l'artiste ne peut, en fait, en tout cas dans notre tradition, jamais saisir de la nature, toujours changeante, plus qu'un seul moment à la fois. Et il saisit souvent ce point où le spectateur imagine plus qu'il ne voit le point culminant. Donc c'est une sorte de suggestion à travers un instantané, où ici le Laocoon va se faire dévorer par les serpents envoyés depuis la mer, comme vous connaissez évidemment l'épisode. Alors, donc cette représentation du mouvement et de l'action, du cinétisme, elle est omniprésente dans les préoccupations de tout iconographe, de toute personne qui produit des images, mais aussi de ceux qui les analysent. La formule de Lessing, si je veux la rapprocher d'un regard linguistique, correspondrait en fait à une représentation sur le mode de l'inaccompli progressif. Je suis sûr que vous avez tous ces notions, évidemment, ayant fait de la linguistique égyptienne ou de la philologie égyptienne. Donc, c'est une représentation sur le mode de l'inaccompli progressif. Alors, dès ses plus lointaines origines, l'art égyptien a développé de multiples options pour pouvoir représenter le mouvement, des options qui sont fréquentes en histoire de l'art, comme la fragmentation, la spatialisation de l'action, où la formule préconisée par Lessing est appliquée en saisissant l'action à travers un instantané. Ici, je vous montre un des exemples les plus anciens dans la tombe 100 de Hierakonpolis, avec une reproduction, parce que l'œuvre est hélas très mal conservée, mais on en a à travers toute l'histoire de l'art égyptien, comme les danseuses dans la tombe de Nebamon, un sauteur dans une action festive et rituelle dans la tombe d'Amélémat, la tombe Théven 82, ou ce célèbre motif du personnage qui saute sur un sac de blé trop rempli dans la tombe de Nact, qui est un motif qui sera copié de tombe en tombe à cette époque-là. Autre exemple très célèbre qu'on trouve dans les manuels d'histoire de l'art égyptien, notamment dans le Von Ägyptische Kunst de Heinrich Schäfer, c'est la fragmentation, la séparation, la spatialisation en fait, du mouvement avec Ramose qui vient rendre hommage au pharaon Amenhotep IV, qui reçoit ses récompenses et puis qui va ensuite dispenser la bonne parole pharaonique. Donc ça, l'art égyptien est tout à fait capable de le faire. À nouveau, je pourrais faire défiler des exemples pendant des heures pour vous montrer des exemples de ce type. Il ne s'agit donc clairement pas d'une incapacité ni d'un archaïsme, mais au contraire d'un parti pris esthétique, dans la mesure où ce que je viens de vous montrer, ces options possibles, sont des exceptions. La norme au sens statistique du terme, la norme étant un concept statistique d'ailleurs, nous montre un parti pris esthétique totalement différent qui cultive, suivant l'heureuse expression de Roland Thévenin, l'évidence géologique du galet. On montre ici notre Ankrehu du British Museum ou la statue de Sénimène dans la nécropole thébaine, avec des sculptures qui cèdent sur la figurativité pour cultiver la monumentalité, une monumentalité, on l'a dit, très géologique, cette présence monumentale dont l'art égyptien semble décidément avoir été si friand. Je reviens à ma qualification linguistique, en fait, c'est une expression du statif ou de l'état d'être, plutôt qu'une forme dynamique quelconque. Donc c'est une esthétique qui privilégie, amplifie le statif ou l'expression de l'état. Alors la question de la représentation du mouvement et de l'action se situe en histoire de l'art toujours à l'intersection de la conception spécifique du temps et de celle de l'espace dans toute culture. Et la représentation du temps et de l'espace dans l'art égyptien est donc très instructive pour mon sujet dans le cadre de ce point de mon exposé. L'art égyptien peut bien entendu parfaitement, comme on l'a vu pour le mouvement, peut parfaitement spécifier le moment et le lieu d'une représentation si cela est jugé nécessaire. L'information est souvent d'ailleurs relayée par des légendes hiéroglyphiques. On nous dit l'action se situe à tel endroit lorsque Séti ou Toutmose III est allé faire campagne au Levant par exemple. Mais l'art égyptien vise avant toute chose, et de façon générale, pour ne pas dire normale à nouveau au sens statistique du terme, à ce que l'on pourrait appeler le générique, c'est-à-dire à représenter ce qui est valable partout et tout le temps. Pour preuve, ici, cet exemple de scène que je vous ai montré tout à l'heure qui vient du temple de Hatshepsut Ader el-Bahri, dans le complexe d'Abydos, où, comme toutes les scènes de temple, si on regarde bien, elle est encadrée par le signe du ciel et le signe de la terre.
en égyptien, puisque la ligne de sol est une ligne noire dont les extrémités sont arrondies, comme le signe hiéroglyphique Ta en égyptien, et le sommet de chaque scène est fait d'un bandeau rectangulaire avec 2 pointes vers le bas, et qui parfois, comme ici, peut être constellé d'étoiles. Donc, en fait, la scène est située entre ciel et terre. Plus générique que ça, évidemment, c'est difficile de faire. Donc, l'art égyptien se situe en fait dans le générique et pas du tout dans la représentation de l'instantané de façon générale. Lorsque les Égyptiens parlent de leurs statues, puisqu'on a beaucoup aussi glosé sur le fait que les statues semblent marcher avec une jambe qui est plus avancée que l'autre, et l'affaire avait été dénouée par Henry George Fisher dans le Collège de France, lors de ses fameuses conférences publiées en 1986 au Collège de France, où il montrait que c'était une influence de l'écriture qui justifie cette jambe avancée. Eh bien, les propos que les Égyptiens ont tenus sur leurs œuvres, et en particulier leurs statues, nous décrivent en fait comment il faut les percevoir. Et donc sur la stèle d'Irtisen qu'on avait vue un peu plus en détail, sur laquelle je reviendrai plus tard aussi dans la suite de mes exposés, on l'avait vu la semaine passée, la stèle d'Irtisen, il nous dit qu'il est capable de représenter la posture en fait des statues d'hommes et des statues de femmes, et il utilise des termes qui définissent en fait une posture plutôt qu'un mouvement. C'est la pose des jambes, c'est la démarche plutôt qu'un mouvement. Ce ne sont pas des statues marchandes. Et d'ailleurs, comme on l'a longtemps cru dans la tradition occidentale. Et d'ailleurs, lorsqu'ils parlent de leurs statues, dans des inventaires où ils décrivent les statues, les Égyptiens nous disent qu'elles sont dans l'état d'être assis ou dans l'état d'être debout. Donc ce ne sont pas du tout des statues en mouvement comme on l'a longtemps cru. Alors il est peut-être intéressant de pousser un tout petit peu plus loin le parallélisme avec la langue égyptienne, et en particulier ici la langue de l'égyptien de la première phase, qui est une langue aspectuelle, comme vous le savez tous. La structure et le fonctionnement de la langue égyptienne traduit évidemment le fonctionnement de la pensée égyptienne au même titre que l'art. Et comme l'art égyptien, la langue peut, à l'instar de toute langue, bien évidemment, situer son propos dans le temps et dans l'espace. C'est tout à fait faisable, évidemment, dans la langue égyptienne, ça va sans dire. Mais la structure grammaticale qui l'anime, qui la structure, semble davantage tourner vers autre chose, vers fondamentalement une autre forme de description. Dans ce qu'on a coutume d'appeler dans notre jargon égyptologique l'égyptien de la première phase, c'est-à-dire la langue des origines, celle que l'on appréhende depuis l'invention de l'écriture jusqu'au milieu pratiquement du 2e millénaire avant notre ère, soit l'époque où les fondements de l'art égyptien se sont constitués et ont été fixés, eh bien cette langue égyptienne de la première phase, elle est davantage une langue aspectuelle, comme vous le savez, plutôt qu'une langue temporelle. Dans ce système linguistique tel qu'il est grammaticalisé, c'est-à-dire dans l'égyptien de la première phase, on constate une grande importance accordée à la prédication non verbale qui affirme un état d'être en dehors de toute contingence temporelle. Exemple, je suis grand, qui se dirait littéralement par l'affirmation grand moi en égyptien, ou le roi c'est moi, ou encore moi ici. Quand j'exprime ce genre de choses, j'affirme un état, une action d'être, une ontologie qui est fondamentalement intemporelle, ou pour être plus précis, qui est détemporalisée. Lorsque les verbes conjugués finissent par apparaître dans les inscriptions égyptiennes, et il faut attendre quelques dynasties, c'est-à-dire quelques siècles, on constate une importance prépondérante dans les usages grammaticaux qui expriment un aspect statif, y compris dans le résultat d'une action où on insiste sur la post-phase du procès, que ce procès soit dynamique ou statif, et qui est perçu et présenté comme stable et durable. Donc l'égyptien a avant tout à cœur de définir en fait l'état final stable plutôt que l'action qui pourrait y mener. Alors si on prend un exemple, par exemple, quand on interroge le vocabulaire lexicographiquement, on constate qu'un verbe que l'on traduit habituellement par aller, marcher, comme le verbe shem, en ancien égyptien signifie fondamentalement se mettre en route. Et il est donc utilisé surtout au statif pour exprimer l'état d'être en marche, de s'être mis en route. Même chose pour le verbe connaître, comme vous le savez, rech qui signifie non pas connaître, mais apprendre à connaître, et on est connaissant comme état résultatif de la mise en marche du processus d'apprentissage ou de connaissance.
L'action, et notamment le mouvement, est donc perçue et exprimée du point de vue aspectuel comme un état profondément résultatif, plutôt que comme une action qui est en cours, même si cette possibilité langagière existe toujours, comme dans toutes les langues, évidemment, mais elle est surtout exprimée sous la forme de périphrase. L'inaccompli existe et il est bien présent, mais davantage sous sa forme d'inaccompli général, sémantiquement proche du statif, plutôt que comme un inaccompli progressif qui est plus rare, mais qui existe néanmoins si on éprouve le besoin spécifique d'y recourir. Et enfin, pour terminer avec la langue, je ne veux pas vous faire un cours de linguistique puisque je ne suis pas linguiste, et revenir aux images puisque je suis historien de l'art, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la structure même d'expression des légendes des représentations figurées se fait toujours avec un verbe à l'infinitif. Vous avez ici la traduction en dessous, s'asseoir sous le dais et regarder ces chants par le prêtre horologue d'Amon Nacht. Un verbe à l'infinitif, c'est-à-dire une forme nominale, une forme détemporalisée du verbe, suivie de l'agent de l'action, soit à nouveau une action sous une forme nominale ou intemporelle, plus ses compléments éventuels. Alors il est temps de conclure, me semble-t-il. Il existe bel et bien un Kunstwollen, et le concept de Kunstwollen ou d'intention artistique permet de caractériser l'art égyptien de l'intérieur. Et ce Kunstwollen égyptien, il est spécifique à la culture pharaonique. Il existe aussi, j'espère vous en avoir convaincu, manifestement une théorie à la fois fonctionnelle et esthétique de l'art égyptien dans l'Égypte ancienne. C'est juste qu'ils ne l'ont jamais textualisé sous une forme complète, mais on en a plein d'émergences pratiques et textuelles. Et ces deux théories, ou cette double théorie, peut être reconstituée par une analyse suivant les méthodes de l'histoire de l'art qui intègrent les différentes manifestations de ce type de conception théorique. Cette double théorie ou conception émique de l'art égyptien, on a vu ensemble qu'elle conditionne, elle a un impact déterminant sur les caractéristiques formelles spécifiques de l'art égyptien, la manière dont l'art égyptien traite les formes, projette les choses dans l'art du dessin, est directement conditionnée par cette conception. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas une incapacité comme on a parfois voulu le croire ou le faire croire. L'art égyptien, tout comme la pensée qui lui est sous-jacente, et qui le produit évidemment, marque plus d'intérêt à la description, voire à l'affirmation de ce qui est ou de ce qui se fait, sous une forme donc d'un inaccompli général, plutôt qu'aux choses qui sont en train de se faire à un moment donné, tel un inaccompli progressif. Je pense qu'ils auraient détesté le baroque de notre XVIIe siècle, par exemple. Il s'agit d'une forme en fait de présentification, pour revenir au concept de Jean-Pierre Vernant, une présentification assez absolue. C'est rendre présent en fait le mandat de l'art égyptien, aussi bien sur un plan fonctionnel que sur un plan esthétique. Cette orientation vers le pérenne et le générique, qui concerne tant la représentation du temps que celle de l'espace, se traduit par une esthétique qui vise à trouver un équilibre entre le naturel et l'artificiel, entre le perceptuel et le conceptuel, à travers en particulier une intégration plastique dans le naturel. Et grâce à cela, l'art égyptien a trouvé une formule esthétique qui a su parler manifestement à nos modernes. Je citais Rodin ou Giacometti tout à l'heure. Nos modernes se sont très fort intéressés à l'esthétique égyptienne à une époque où l'égyptologie peinait à la comprendre, il faut bien le reconnaître. Donc une formule esthétique qui a su parler à nos modernes et manifestement qui parle encore aujourd'hui au grand public. J'en veux pour preuve l'engouement pour les collections d'art égyptien et les musées où il y a des collections d'art égyptien. Allez au Louvre si vous avez besoin de vous en convaincre. Et enfin, je terminerai en disant que j'espère vous avoir convaincu que comprendre ces principes et ces ressorts de l'art égyptien permet de mieux l'apprécier pour ce qu'il est et ce qu'il cherchait à exprimer. Je vous remercie beaucoup de votre attention.